Alors l'actualité, très bref, on a la valeur des claims de FTX qui est en train de remonter. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, il y a un marché secondaire aujourd'hui où tu as des investisseurs qui sont prêts à racheter des comptes FTX dans l'espoir que STX reprenne des formes. Donc du coup, à une période où les gars étaient en mode ouais, ton compte FTX, je te le rachète à 10%, 15%, là on commence à rentrer sur du 40%, 50% de sa valeur parce que plus le temps passe, plus on est sûr qu'FTX va revenir, plus on est sûr de potentiellement retrouver une bonne partie des actifs. Et donc, du coup, eh bien, les gens sont rassurés et sont prêts à investir sur des comptes. Alors, avec tous les risques qui vont avec, il faut prouver que le compte appartient, avec les vérifications d'identité, etc., etc. Mais il y a un marché OTC qui est en train de se faire par rapport à ça. Je disais pas Alors là, qu'il y comme avait ça, certains gros acteurs qui commençaient à racheter des claims et tout, quand on était à 20-30 centimes la claim. de manière générale, on en parle depuis le début. J'en avais parlé. J'avais pas cité mes sources, mais j'en avais parlé. C'est pas ça étonnant de voir ce qu'on voit actuellement. Tu vois, personnellement, je me pose la question de... Enfin, je pense que je le ferai jamais, très honnêtement. Hein. Je pense que Ouais. vendre une claim et tout, ça représente des risques, légalement, c'est aussi une galère, etc. Je pense pas le faire. Tu vois, 60, 65, 70% et tout, ça me fait réfléchir parce que le moment où on va récupérer l'argent, il reste quand même incertain. Il reste encore Ouais. flou. Je me pose la question de est-ce que c'est mieux d'avoir 65% ou 70% de ma claim et d'acheter du BTC à 30-35 000 et d'espérer qu'on fasse un nouvel ATH d'ici qu'ils distribuent l'argent FTX, ou est-ce que c'est juste plus malin de la garder? Je sais pas encore. En fait, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de flou sur à quel point on va avoir nos fonds rapidement, dans quelle proportion, est-ce qu'il va y avoir une sorte de token de dette parce qu'il y a Anthropic, est-ce qu'ils vont pouvoir est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leur part de Anthropic pour rembourser les investisseurs, et si oui, quand? Parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors pour ceux qui suivent peut-être moins, parce que là, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas là d'habitude sur l'émission, Anthropic, c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui a de nombreux investisseurs et dans ces investisseurs, il y a FTX. Et au moment où FTX est rentré, je ne sais plus à quelle valorisation on était, mais on était, je crois, à quelques centaines de millions. Là, on parle de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de valorisation sur cet actif. Donc, ça va pouvoir servir aux gens qui font partie des victimes du crash FTX, tout simplement. On continue sur les news. Bon, une démission chez Binance UK d'un des directeurs suite à des pressions réglementaires. Cette fois, cette décision intervient dans un contexte de pression accrue de la FCA. La FCA, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Angleterre. Aujourd'hui, Binance se pose la question, quel avenir pour sa filiale anglaise? Parce que justement, il y a peut-être trop de pression et ça vaut peut-être pas le coup d'essayer de se full focus sur ce marché-là alors qu'il y a d'autres acteurs sur les UK. Encore un petit fait de Binance à faire à suivre. Cette personne va être remplacée de toute façon. Donc on va continuer. On a BlockFi qui sort de la faillite. Donc BlockFi qui était un protocole, on va dire, de CeDeFi, donc Centralized Finance, finance décentralisée, centralisée si vous préférez. Et du coup, ils s'en sortent. Donc, plutôt bonne nouvelle pour les investisseurs. Et ça va de pair avec le crash FTX, avec toutes sortes de choses. Si les gens retrouvent leur argent, déjà, ça va remettre un petit peu de boost au marché et ça va rassurer pas mal de monde aussi. Ensuite, on a Grayscale qui s'associe à FTSE Russell pour proposer différents indices. Donc, on ne parle pas d'ETF Bitcoin, là, proprement parlé, mais différents indices sur différentes catégories de produits pour investir dans les crypto-monnaies. Ça peut être des produits d'actifs crypto ou des plateformes de contrats intelligents. On pourrait avoir un indice sur la DeFi, on pourrait avoir un indice sur l'IA, on pourrait avoir un indice sur les Layer 1, on pourrait avoir un indice sur les Layer 2. Ça vous permet de structurer certaines thématiques de l'écosystème et de spéculer dessus sans avoir à nécessairement toujours essayer d'évaluer quel est l'intérêt de chaque crypto dans son secteur. Et un peu comme le CAC 40, je sais pas si ça fonctionnera comme ça, mais, ou le S&P 500, en fait, c'est les plus grosses capitalisations. Et donc, en fait, dès qu'il y en a une qui baisse et une autre qui augmente en même temps, en fait, ce panier, il est réévalué. Donc, ça vous permettrait de toujours garder les meilleurs acteurs de chaque thématique. Voilà, en fait, c'est surtout pour vous exposer à un panier d'actifs plutôt que d'acheter individuellement chaque actif aussi. Ça vous permet de lisser le prix d'entrée et ça permet surtout à des gens qui s'intéressent aux cryptos et qui veulent pas forcément investir directement dans les cryptos d'avoir des produits dérivés qui permettent d'investir sur différents packages. Ensuite, donc on a la SEC qui est face à des risques juridiques potentiels. Alors là, en gros, c'est très simple, c'est que si la SEC continue de dire non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, c'est elle qui va se faire attaquer en justice par les personnes qui ont fait des demandes d'ETF. Donc, et c'est potentiellement ce qui va se passer. Potentiellement, ils vont nous sortir je ne sais pas quel quenelle pour que les ETF passent pas. Ça veut pas dire qu'ils passeront jamais, ça veut juste dire qu'on va encore retarder l'échéance. Et donc, pour que l'étau se resserre, eh bien, des ARK Invest, des Grayscale,
BlackRock, etc., pourraient attaquer directement le régulateur en justice. Et c'est ça la beauté du marché libre. On a la même chose en Europe, hein. Tu peux demander à la Commission européenne d'attaquer un régulateur, par exemple, si tu n'es pas d'accord avec une décision. Ensuite, alors cette info, elle est plutôt cool parce qu'on n'en parle jamais. En gros, Craig Wright a gagné un appel sur un différend de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin contre la famille de ce monsieur. Ce monsieur, c'est David Clayman. Alors, petit rappel des faits. Craig Wright, c'est qui? Craig Wright, c'est un Australien qui, depuis de nombreuses années, s'autoproclame Satoshi Nakamoto, dit à tout le monde « Je suis Satoshi, c'est moi, je peux vous le prouver, patati patata ». Il l'a jamais vraiment prouvé. Toujours est-il qu'il est là depuis le tout début sur Bitcoin, il en a miné, et que potentiellement, il connaissait Satoshi, ou il connaissait des gens profs de Satoshi, comme beaucoup de gens qui sont early, hein. Je pense par exemple à Mark Karpeles. Mark Karpeles, le créateur de... Comment ça s'appelle? J'ai un trou, pardon. L'exchange MTGOX disait connaître Satoshi et c'est pas le seul. Donc bref, c'est quoi cette histoire? En fait, David Clayman, c'est un gars avec qui il a miné de la crypto-monnaie. Et ce gars-là, il est mort en 2013. Donc ce qu'il a fait, Craig Wright, c'est que comme apparemment il y avait du mining entre lui et Clayman, eh bien quand David Clayman est décédé, son frère a repris l'affaire et lui, Craig Wright, ce petit ripou, il a attaqué en justice David Clayman. Et donc là, ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui a combien de Bitcoin. Donc il y a eu apparemment un premier différend où Craig Wright gagne et ramasse la caisse, mais il y a un deuxième différend en cours où Craig Wright doit 100 millions de dollars à la famille Clayman, donc affaire à suivre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a eu des petits complots pour dire que David Clayman potentiellement était Satoshi Nakamoto, mais c'est un petit peu léger. La seule preuve à peu près concrète, c'est que c'est un des mecs les plus early qui a miné du Bitcoin. Affaire à suivre en tout cas, et d'ailleurs on n'en parle absolument jamais, mais c'est voulu. Mais il faut savoir que notre ami Craig Wright a créé son propre Bitcoin qui s'appelle le BSV, Bitcoin Satoshi's Vision, qui est un fork du Bitcoin Cash et non pas du Bitcoin, avec des blocs encore plus gros et les performances ne sont pas du tout au rendez-vous. En fait, le problème, c'est que Bitcoin, c'est des blocs d'1 méga, Bitcoin Cash, c'est des blocs de 8 à 32 mégas, Bitcoin SV, c'est des blocs de 128 mégas maximum. En fait, ça fait des blocs qui sont tellement énormes que quasiment aucun validateur de blocs arrive à suivre la cadence. Donc, en fait, il n'y a quasiment aucun validateur. Et ça fait que c'est une blockchain qui est relativement centralisée. Et là aussi, c'est une preuve assez honnête que le mec, c'est absolument pas ce qu'il fait et ce qu'il raconte, et donc que c'est pas Satoshi. On a Arbitrum qui annonce la compatibilité avec les Layer 3, donc ça fait un moment que c'était annoncé, hein, mais là c'est en train de se concrétiser. Il faut savoir que dans certains Layer 2 type Optimism, on est plutôt dans une logique où chacun crée son Layer 2 et après on fait une interopérabilité dans l'écosystème Optimism entre les Layer 2. C'est le cas notamment avec Base, le Layer de Coinbase et d'autres. Arbitrum, ils proposent en fait à la place d'émettre des Layer 3, et tous les Layer 3 qui seront émis sur Arbitrum seront interopérables. Ça ne change pas grand-chose dans les faits, mais déjà qu'Arbitrum était le top Layer 2 d'Ethereum, bien ça va continuer, et ça va aussi permettre à Arbitrum de s'exporter sur d'autres écosystèmes, notamment Solana, qui a annoncé qu'avec Arbitrum Orbit, du coup, eh bien, on aura un Layer 2 Arbitrum sur Solana. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant, je n'avais pas vu l'information avant, mais la TVL est en train de bien augmenter là, hein, sur les roll-ups. C'est assez impressionnant. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans la haute